Pour arrêter le meurtrier, il faut comprendre la vie de cette jeune femme. Alors, grande partie du travail consiste à reconstituer la vie de cette personne pour arriver à l'assassin. Et cette reconstitution se fait à partir soit de témoignages humains, soit sur un travail sur ses comptes en banque, sur son téléphone portable. C'est extrêmement long. Et tout autre renseignement administratif pour que je vous envoie une réquisition? Oui, bonjour monsieur, c'est la brigade criminelle. Ah, vous avez parlé de rien en particulier, non? Moi, je voudrais avoir le responsable du compte pour pouvoir voir avec lui un certain nombre de choses par rapport à son client. L'affaire extrême, c'est une belle affaire, Patrick. Oui, très belle affaire. C'est pas une très belle enquête, ça sera une très belle enquête si on arrive à arrêter le meurtrier. L'affaire X-Femme est un dossier compliqué, comme tous ceux qui arrivent ici. Merci. Au 36, un travail d'orfèvre donc, avec ses rites et ses outils. Notre instrument, c'est l'écrit. Alors ça a longtemps été le stylo et la machine à écrire, maintenant c'est l'ordinateur. Et la véritable arme du policier de la brigade criminelle, c'est l'écrit. Il y a une très belle phrase de Simenon à propos de Maigret. Maigret, ça incarne un petit peu tout un groupe de la brigade criminelle, et qui explique ce que représente le début d'une enquête pour nous. Voilà ce qu'il écrit. Maigret fumait sa pipe à petite bouffée en essayant de s'imprégner de tout ce monde qu'il ne connaissait pas la veille et qui venait de surgir dans sa vie. Et la brigade criminelle, c'est cela. On va rentrer dans un monde que l'on ne connaissait pas la veille. Et ça devient une nouvelle histoire. Aujourd'hui, Xavier, l'un des policiers du groupe, va entendre un témoin capital dans l'affaire X-Femme. Ouais, c'est une sale histoire, même. Cet homme est l'un des derniers témoins à l'avoir vue vivante. Je vais vous poser 2-3 questions précises, là, notamment concernant vos communications téléphoniques. Et on espère éventuellement par cette personne apprendre quelles étaient la mauvaise relation de cette jeune femme qui lui a valu d'être assassinée. Ouais, comment vous la décririez? Elle était plutôt sympathique? Ouais, je dirais sympathique. Enfin, apparemment, elle disait qu'elle était de province. Ouais. Et c'est vrai moi, je trouvais justement, on lui avait dit, fais gaffe, t'es à Paris et pas que des gentils, quoi, tu vois. En plus, comme elle était que dans le milieu de la nuit, c'est un petit peu. Ouais, c'est des phases. De princesse d'adolescente, quoi. Il y avait quelque chose qui me faisait peur chez elle, ou plutôt pour elle, c'est qu'elle n'était pas, elle n'était pas assez prudente, elle ne se méfiait pas assez. Et là, bon, là, en ce qui le concerne, lui, sur 3 pages d'audition, moi, ce qui ressort le plus, c'est que il a dîné avec elle vers la fin mars, là, période de sa disparition, et il est formel, elle portait une jupe à carreaux, comme celle avec laquelle on l'a retrouvée, quoi. Ça, c'est un petit élément. Plus tout ce qu'on a, ça fait le canevas de l'histoire, quoi. Et à la fin, quand ce sera bien terminé, bon, on aura l'ensemble de l'enquête. Après des dizaines d'auditions, Patrick Baudot et ses hommes sont parvenus à dresser un portrait psychologique de la jeune fille assassinée. Mais alors, elle lui en voulait. T'as vu, ça revient systématiquement. Ah oui. Mais son caractère à elle, colérique, c'est fou. Hein. Ça va être une écorchée vive, cette fille. Parce qu'elle a X problèmes, et à un moment donné, bon, il y a un problème qui lui est plus fatal. On va appeler ça chronique de mémoire annoncée, en fait. Sauf que si... Elle est tombée sur un nerveux aussi, quoi. Et même en tout cas, suffisamment mal dans sa peau pour faire mal vivre les gens qui l'entouraient. Peut-être une des raisons, d'ailleurs, de sa mort. Comme tous les lundis, le grand patron de la crime, Noël Robin, fait un point sur les enquêtes en cours. Aujourd'hui, l'affaire X-Femme. Bon, Jérôme, tu vas poursuivre maintenant avec le droit court, voir ce qu'il y a cette semaine. Ça continue d'avancer dans le groupe Baudot et les soupçons se concentrent de plus en plus sur le même, sur le gars qu'on avait déjà. Néanmoins, Ils ont fait un super travail. on a quasiment le soir des faits, on a quasiment les circonstances, c'est-à-dire qu'elle était chez son mec, qui reste à identifier de façon définitive. Elle a tout cassé chez lui. Elle a demandé à un copain à elle de venir la chercher pour dire tiens, viens m'aider à partir. Et ensuite, elle a téléphoné à celui qu'on soupçonne d'être éventuellement l'auteur des faits.
Le principal suspect dans l'affaire de cette femme dont le corps a été retrouvé au pont d'Austerlitz, la crime vient de l'interpeller, en fin de matinée, à son travail. Au programme, 24 heures de garde à vue. Laps de temps durant lequel les policiers du groupe Baudot vont tenter d'obtenir des aveux. Pour des raisons de procédure, notre caméra n'ira pas au-delà de cette porte. Mais les enquêteurs, habituellement discrets, ont accepté exceptionnellement de partager avec nous les différentes phases de la garde à vue. Ben là, pour l'instant, il donne ses premières explications aux questions qu'on lui pose et on attend de voir un petit peu comment ça va évoluer, comment il va s'expliquer, si ça correspond à des éléments que l'on a déjà dans le dossier ou si ce sont des mensonges. Depuis des mois, les enquêteurs traquent la preuve matérielle. Mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Le problème pour nous, c'est qu'on n'a aucune empreinte digitale, il n'y a pas d'ADN, donc en fin de compte, là, c'est un travail sur la psychologie. Hein. Oui, c'est un combat. Là, à un moment, il va falloir savoir s'il va craquer ou pas. Hein. Patrick Baudot ne mène pas l'interrogatoire directement, se contentant d'observer les réactions du suspect. Il y a des moments où il avance de 2 pas, il recule d'1, et des moments où il avance d'1 pas, où il recule de 2. En fait, là, il est en période de calcul. Il essaie de voir quel est son intérêt et comment il peut s'en sortir au mieux. Un instinct d'animal, en fait. L'interrogatoire du suspect a commencé il y a maintenant 4 heures. Un côté psychologique, hein. Puis on essaie de percevoir chez le gars justement des signes qui nous renforcent dans nos convictions. Confronté à une nouvelle série de questions, l'homme semble déstabilisé. Autour de lui, l'étau se resserre. Oui, bien sûr. Patrick, tiens, viens voir. Mais il est mal, là. Il a comment, les yeux ouais. brillants, il déglutit. Ouais. Il demande à boire sans cesse. Oui, ça c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, mal dans. Il peut pas avoir une attitude très décontractée. Hein, donc il y a des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes avant-coureurs d'un état de mal-être et de stress intense. C'est un peu comme une partie de bridge, hein. On attend qu'il se dévoile un petit peu avant de nous avancer nos propres cartes. À un moment donné, il a tourné pendant 10 minutes comme un fauve dans une cage. Comme ça, pendant 10 minutes. Est-ce que ça a un sens, on verra. Il vit très mal, les choses, en fait. C'est un fauve en cage pour l'instant. Mais tu vois, il avait les larmes un peu dans les yeux, parce que là, il voit qu'on commence à enfoncer le clou un peu, et puis tu le vois, il est pris de tremblements nerveux, de comportements nerveux. Mais il va pas y venir facilement, hein, moi je crois. Je pense qu'il n'est pas encore couché, quoi. Ouais, ouais. Faut qu'on mérite aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est un dossier tout à la psychologie. Là. Ouais. Bon, c'est bien. On revient à l'ancien temps. Cela fait 10 heures maintenant que le suspect est entendu sur son emploi du temps le soir du crime. Pour tous, une pause de 15 minutes vient d'être décidée, histoire de se restaurer et de faire le point. Quand il dit qu'il revient, qu'il retire l'argent et qu'il rentre, il constate déjà que l'appartement il est dévasté. Ça c'est l'élément clé parce que faut qu'il s'explique là-dessus maintenant. Parce que s'il commence à dire que tout est dévasté, il faut qu'il s'explique et ça nous donne un mobile. Il va pas nous donner le mobile maintenant. Voilà. Il faut lui laisser l'ouverture. C'est pas gagné. L'homme est ramené dans les bureaux. Depuis quelques minutes, il réalise que les policiers en savent long sur le mobile supposé du crime. Le garde à vue m'a dit qu'il avait été obligé de lui faire prendre l'air, il se sentait pas bien. Je sais pas, sa conscience qui le ronge ou il se sent pas bien et il a envie de vomir. Pourtant on lui a donné à manger les repas chauds de l'administration, mais je sais pas si c'est ça qui le rend malade ou pas, mais il est pas en grande forme. À l'intérieur du bureau, le suspect a repris sa place. La garde à vue continue. La partie est loin d'être gagnée.
Ça va y venir, mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Ah oui, mais on l'a pris, parce qu'on l'a senti, il commence à pleurer. Moi, je crois qu'il faut qu'on avance sérieusement sur le papier. On le reprend, tac, l'emploi du temps, tac, tel jour, tel machin. Après, on a une base, tu vois. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Ça. On est à ça. Le suspect a craqué. Il vient d'avouer le crime après plus de 11 heures de garde à vue. Comme à chaque fois en pareil cas, Patrick Baudot prévient son supérieur. Oui, monsieur Bonnet, c'est Patrick à l'appareil. Je sais qu'il est 1h40. C'était juste pour vous dire que nous venions d'avoir les aveux. Il pleure beaucoup, non? Oui, il a des passages de pleurs, des passages naturellement de désespoir complet vis-à-vis de sa famille, de son père. Donc, ouais, c'est tout à fait normal qu'il soit dans toutes ces phases. Mais bon, je pense qu'il sera soulagé petit à petit d'avoir dit la vérité, ce qu'on lui a expliqué quand même. Les premiers aveux recueillis restent maintenant à préciser les circonstances du crime. Alors, il y avait une mare de sang au sol, j'ai pris peur et je me suis dit qu'il fallait que Les aveux, on est toujours suspendu en fin de compte à ce qu'il va dire. Parce que oui, c'est un moment magique parce qu'on se dit que la moindre parole qu'on peut prononcer peut le couper dans ce qu'il va dire ou pas. Donc c'est un moment de subtilité, à un moment il faut savoir se taire, écouter, ou à un moment le relancer s'il n'arrive plus à parler, quoi. Il est en train de donner tous les détails. De tous les détails qui permettent d'avoir ce qu'on appelle les aveux circonstanciés, qui font que seul l'assassin et seuls les policiers qui ont fait les constatations connaissent la réalité de la scène de crime. Cette nuit-là, les hommes du commandant Baudot interrogeront l'assassin sans relâche. Il sera déféré devant un juge le lendemain matin. Le commandant Baudot n'a pas toujours travaillé au 36. Son premier métier, pianiste de bar. Fuyez donc les truands, les gangsters et les autres. Dès que les interrogatoires lui en laissent le temps, il continue de partager cette passion avec d'autres policiers musiciens du 36. Calme-vous, assassin, et sinistre bandit. Le quai des Orfèvres, lieu mythique qui a vu défiler plusieurs générations de policiers. Il y a la crime, bien sûr, mais aussi la brigade des stupes et la brigade de recherche et d'intervention, la fameuse BRI. Allez, on y va. À la tête de la police judiciaire pour quelques semaines encore, Madame le directeur Martine Monteil, fille et petite-fille de flic. Comme tous les matins, réunion de son état-major. On entre dans le vif du sujet. Pierre-Louis, on vous écoute. Dans les affaires marquantes, on a un vol à main armée à l'encontre de 2 dabistes aux abords d'un DAB Crédit Lyonnais sur la commune de Colombes. 2 ont été interpellés. Alors, un s'est jeté à la Seine, ça se passait du côté du pont de Beson. Un s'est jeté à la Seine. Et 2 ont été interpellés, dont l'un a été récupéré sur une péniche. Et puis l'affaire de la nuit, c'est la 2e DPJ qui nous a arrêté le violeur du marché Saint-Pierre. Ils m'ont trouvé un titre à la Simenon. Oui, c'est vrai. Il est repassé à l'action cette nuit et il a été interpellé par les collègues qui quadrillaient le secteur. Bah, c'est très bien. En tout cas, tu les féliciteras parce que je sais qu'ils sont planqués depuis plusieurs nuits. Voilà. Bien, mais écoutez, bonne journée. Avant d'être directeur, Martine Monteil est passée par tous les services. Mondaine, brigade de répression du banditisme, STUP. C'est dire si elle connaît bien la maison. C'est toujours cet esprit de maison, cet esprit de famille qui existe. Et après 26 ans de métier, toujours la même conviction.
une bonne ambiance. Puis ce travail est passionnant. Souvent, on se définit un peu comme des chasseurs, mais c'est un terme que j'emploie également souvent, mais c'est un peu ça, quoi. Bon, et puis, je crois qu'au niveau de la société, notre travail est quelque chose qui porte, quoi. C'est important. Martine Monteil dirige d'une main de fer les 2000 fonctionnaires de la police judiciaire. Avec son bras armé, la brigade de recherche et d'intervention, créée pour surveiller et arrêter les gangsters. À sa tête, dans les années 70, le commissaire Broussard, rendu célèbre par la mort violente de l'ennemi public numéro 1, Jacques Messrine. C'était aussi l'époque de l'enlèvement du baron Ampin et de la prise d'otages sanglante à l'ambassade d'Irak. Aujourd'hui, les prises d'otages et les attaques contre les banques sont devenues plus rares. Mais en cas de coup dur, les 40 soldats de la BRI sont prêts à intervenir dans la capitale, 24 heures sur 24. Notre mission essentielle. Pascal Carreau, commissaire divisionnaire. Il est le patron de la BRI. Et de travailler sur des équipes de malfaiteurs dont on le sait qui sont habituellement des gens qui commettent notamment des vols à main armée. Et on traite également des prises d'otages avec demande de rançon. Ce matin, les hommes de la BRI ont été appelés par le commissariat du 20e arrondissement parisien. C'est une personne qui a reçu un texto d'une femme qui est intérieure. Éric Francelet, commissaire principal à la brigade de recherche et d'intervention. Qui dit que l'autre est à l'intérieur, il ne veut pas les laisser partir. Donc il est à l'intérieur et prise d'otage. C'est une prise d'otage. Hein. En fait, une prise d'otage dans un bureau de poste. Les otages sont à gauche dans les deux bureaux que je vous ai indiqués. C'est là, celui-là? Non, là et là. Ah d'accord, ok. Il a bien été condamné à 15 ans pour meurtre. Hein. Donc on fera attention. Le forcené vient de sortir de prison. Pascal Carreau, le patron de la BRI, prend le contrôle des opérations. C'est un braqueur d'habitude, si j'ai bien compris, non? Voilà, pour meurtre, 15 ans. Pour meurtre? C'est pas un braqueur, c'est un assassin. Il a été condamné pour vol et abus de confiance. Est-ce que les fusils ont allé? On a Jérôme qui est en face, qui a l'observation. Okay. Jérôme, là, il l'a bien? Il est en continu en général. Est-ce que Jérôme peut voir exactement ce que c'est que l'arme? Non, il ne peut pas savoir. Je lui ai demandé si elle était grise. Il peut pas. Il voit pas très bien. Il dit pour lui, c'est une arme foncée, quoi. Les hommes de la BRI lui ont passé un téléphone portable afin de communiquer. Mais l'homme ne répond pas pour l'instant. Il peut peut-être l'avoir en composant le numéro de la banque au guichet. Est-ce qu'il répond pas? Non, il est toujours sur messagerie. Et il a tous les renseignements. Ils sont juste en face. Il faut qu'il soit prêt avec un bélier éventuellement. Bah, ici on l'a. Hein, on est. Mais ça fait un chouïa loin. Je voulais pouvoir casser la... Un assaut est envisagé car cela fait presque 2 heures que la prise d'otage a commencé. Toutes les options sont désormais possibles. Bon, il la pose sur l'ordinateur. Attends, je demande aux collègues s'il la voit. Surprise, le contact vient d'être établi par le négociateur. Tu la laisses. Toi, tu approches, et puis tu sors dehors, tu mets les mains sur la tête, et puis tu vas voir, il y a des policiers qui vont arriver. Pas de problème? Bon. Ok? Il va sortir. Attention, le top 2, il va sortir. Reçu? Patron, tenez-vous prêts, nous, la chenille est partie. Jérôme. Et puis après, tu mets les mains sur la tête, tu bouges pas. Ok. Au téléphone, les mains sur la tête, devant l'établissement. Allez-y. C'est bon, un individu neutralisé. À l'origine de ce coup de folie, un retard dans le versement d'une allocation qui aurait pu tourner au cauchemar. C'est la police. Ouvrez les portes gentiment, mais c'est la police maintenant. C'est la police. N'ayez pas peur, ils sont gentils, contrairement à ce que c'est bien. C'est bon, c'est fini. Vous voyez, ça c'est pas mal passé. Ça va, vous êtes pas blessé? Non, vous avez eu peur. Il s'est rendu, il est sorti, il a fait ce qu'on lui a demandé, à savoir laisser l'arme à l'intérieur, et il est sorti les mains en l'air avec le téléphone avec lequel il nous contactait. Une prise d'otage de 2 heures, sans un coup de feu. C'est typiquement le type, entre ce qu'il peut faire, il peut des plans, il a fait 11 ans de tôle, il connaît les flics, il nous connaît, il sait comment on travaille, donc
ça que le négo, il lui parle clairement. On va pas lui dire tu pars pas ballon. On lui explique. De toute façon, il sait qu'il repart au trou. Quoi. Il sait. Donc on lui parle. On a un langage clair avec lui. Hein, et puis voilà, c'était sans haine ni violence. La cour du 36 quai des Orfèvres ce matin a des allures de garage. Les policiers de la brigade des stupéfiants viennent de ramener un véhicule intercepté il y a peu dans la région parisienne. C'est le commissaire Vincent Hannereau qui contrôle l'opération. Il informe par téléphone son chef de service. Pour éclairer en fait le cannabis qui est à l'intérieur de la cache. Vincent Hannereau, commissaire à la brigade des stupéfiants. La cache, pare-choc arrière et pare-choc avant du véhicule. En quantité, on pense qu'il y a entre 150 et 300 kg. Et là, on est en train de procéder au démontage du pare-choc avant. Et les trucs, il était plein à rabord. Plein. Et il y a une petite loupiote à l'intérieur. Ici, là, il y a un petit interrupteur. Voilà. Une prise intéressante des stupes que Martine Monteil est venue saluer. Alors c'est le groupe Leblon qui a tapé ce matin à 10h25. En fait, ils se sont implantés hier soir. Cathy Vous allez bien? Bonjour madame. Ils se sont implantés hier soir. Et puis ce matin, ils ont vu fleurir ce véhicule qui leur avait été signalé par le perçu comme étant qui venait certainement d'Espagne. Et c'est un véhicule qui est matriculé dans l'Aveyron. Je pense qu'il y a à peu près 200 kilos. Il y a 200 kilos à peu près, je pense. Oh, belle saisie, dites donc. C'est superbe ça. Bonjour, j'arrive bien là. Formidable. Formidable. C'est d'une façon générale en police judiciaire, il ne faut jamais lâcher quoi. L'opiniâtreté, c'est sûrement, évidemment, une grande disponibilité parce que, oui, ils ont passé la nuit. Quelquefois, c'est même plusieurs nuits. C'est aussi les week-ends. C'est beaucoup de temps passé. Alors évidemment, quand au bout, il y a la saisie, c'est la récompense quoi. 185 kilos de résine de cannabis, valeur marchande entre 400 000 et 900 000 euros selon la qualité. Le seul à ne pas sourire, le chauffeur de la voiture. C'est une belle affaire, ça, le commissaire. Très belle affaire. Très belle affaire. Ça fait toujours plaisir de prendre du produit. On n'annonce pas comme ça 150 à 300 kilos toutes les semaines. Allez, c'est parti. Inconnu des services de police, le trafiquant va tout de même bénéficier d'un privilège, 96 heures de garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Situé dans l'enceinte du palais de justice, le quai des Orfèvres est également à 2 pas de la préfecture de police. Bien, nous allons monter chez le préfet. Et 3 fois par semaine, Madame le directeur a rendez-vous chez son supérieur hiérarchique. Jean-Paul Proust, le préfet de police. Il est le grand patron de tous les policiers de la capitale, y compris bien sûr ceux du 36. Sa mission, garantir la sécurité dans la plus grande ville de France. Bonjour monsieur le préfet, ça va bien? Il accueille un à un tous les hauts responsables de la police. Bonjour monsieur le préfet. Monsieur Mur, allez-y. Donc aujourd'hui, le Conseil des ministres, ce matin, le droit au logement et puis les demandeurs de papier comme d'habitude, et deux séjours sensibles, celui du Premier ministre turc et puis celui du ministre de la Défense de la République populaire de Chine. Un déplacement du Premier ministre déjà à 8h30 au Procope et à 18h30 au Grand Palais. Voilà, c'est tout, monsieur. Madame la directrice, je crois que la PJ a fait quelques belles opérations. Quelques belles opérations, en effet, monsieur le préfet. Absolument. Donc, une affaire de 185 kilos de résine de cannabis. Alors, l'individu est un Aveyronnais, ce qui, quand même, est assez atypique dans les auteurs, dans les trafiquants. Et il observe un mutisme absolu. Disant qu'il n'est qu'une mule, qui a pris la drogue à Perpignan et qui a été chargé de la remonter à Paris, point. Donc je pense que les enquêteurs vont évoluer là-dessus, car bien sûr ils ont d'autres éléments qui laissent à penser que tout ça est bien structuré, vient d'Espagne, etc. Donc je vous en dirai certainement plus ultérieurement. Eh bien, je vous remercie.
Trafiquant colombien qu'enverrait une de ses passeuses. Marc Mahé, commandant à la brigade des stupéfiants, dit le CUM. La voiture partirait de France direction l'Espagne pour récupérer la marchandise là-bas. Est-ce qu'on a une idée d'après... Marc Mahé dirige l'un des groupes opérationnels. Un homme de terrain donc, marqué à tout jamais par ses débuts dans le métier. La première semaine où j'étais là, une jeune fille est arrivée disant que sa sœur était dans un squat. Elle a été demandée une dose d'héroïne dans une chambre de l'île aux Chalons et comme elle n'avait pas d'argent, les dealers ils étaient une dizaine, ils lui ont dit écoute si tu veux une dose d'héroïne, tu vas être obligé de faire les choses qu'on te demande de faire. Et on est intervenu assez rapidement mais malheureusement trop tard. Et la jeune fille a subi des choses qu'on ne peut pas dire malheureusement, mais tout ça pour avoir une dose d'héroïne. C'est assez révoltant, c'est des procédés qui sont qui nous marquent à jamais, quoi. Moi, je mène une guerre totale et sans concession avec les trafiquants depuis 20 ans. Ces photocopies, ça devient une seconde nature. Il faut y aller, il faut les mettre au trou, il faut faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir pour les anéantir. Les objectifs sont identifiés. Marc Mahé travaille sur l'opération prévue pour la semaine suivante avec le commissaire Vincent Hannereau, numéro 3 à la brigade des stupes. Il faudra quand même qu'on se voit précisément pour parler des effectifs. Ouais, sitôt que ça frémit, je vous tiens au courant. Sitôt que ça frémit, je vous tiens au courant. En guerre, le terme est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, on n'est pas là pour leur faire des cadeaux. Hein, on est là pour les empêcher de prospérer et pour les empêcher de faire du mal à la jeunesse. La majorité des policiers du service n'apparaîtront jamais dans ce reportage, afin de les protéger. Certains, en effet, peuvent être amenés à infiltrer des réseaux de trafiquants. D'autres, en planque pendant plusieurs semaines, pourraient être reconnus. C'est le cas de cet homme. Nous l'appellerons Rico. Il y a quelques semaines, il a commencé une infiltration, se faisant passer pour un petit dealer. Il est clair que si mon visage apparaît, certaines personnes vont se poser certaines questions qui seraient embarrassantes. À savoir... il me semblait que c'était un voyou, alors qu'en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. Rico est un spécialiste de la filoche, la filature en jargon policier. Une moto sur une filoche, c'est toujours derrière. C'est au cas où ça merde. Et l'avantage, c'est qu'avec la vitesse, tu recolles la voiture qui s'est barrée, quoi. Sur le plan de la semaine prochaine, il y aura au moins 2 motos, parce que tu as des mecs qui bougent en scooter sur le plan. Alors ceux-là, faut les sécher direct, quoi. L'opération planifiée pour la semaine suivante, Rico la connaît bien. Il sera l'un des hommes du dispositif. Bon, en fait, un des objectifs principaux est en fait un exploitant, un détaillant de chaussures. Il fait du business de chaussures. C'est son activité principale et licite. À ceci près que, à côté de ça, c'est du business de coke. Donc, ouais, le centre un peu névralgique de l'affaire, c'est ces entrepôts-là. La cocaïne en question arriverait directement d'Amérique du Sud via l'Espagne, livrée en main propre, si l'on peut dire, par un Colombien, désormais clairement identifié par les hommes des stupes. Depuis plusieurs semaines, les bâtiments du marchand de chaussures sont sous surveillance constante. C'est le studio, c'est là que séjourne le Colombien quand il est de passage à Paris. Il arrive là, il dort là, il reçoit sa clientèle là. Rico de Denis. Pour te demander si tu peux faire un passage devant la société en moto, parce que tu vois, il y a une vieille camionnette garée dans la cour, et il me semble que l'objectif avait acheté une vieille camionnette. D'accord, par contre, pour prendre l'IMAC, c'est pas gagné. Hein. Ça sera la prochaine à gauche. Et on sait par les écoutes que notre objectif a acheté récemment une camionnette. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'était avoir l'IMAT. Je suis pas sûr qu'on puisse prendre l'IMAT, mais bon, on va voir. Tiens, le voilà. Là, t'as Rico qui arrive en moto, faire une vérif. Ça représente beaucoup de jours, d'heures d'attente
d'exploitation de renseignements pour parvenir au moment ultime, c'est-à-dire révéler le trafic. L'IMAT, l'immatriculation du véhicule, c'était le dernier élément qui manquait au groupe avant l'intervention programmée. Et je pense qu'on a suffisamment d'éléments qui nous permettent en fait de penser que l'issue est proche. Tous les relevés ont été faits, toutes les informations sont réunies, les narcotrafiquants identifiés. Il est 10 h du soir, Rico rentre au 36. Oui, bonjour, c'est Mme Dupif à l'appareil. Bonjour, monsieur Loger. Ça va et vous? Bon, c'est moi qui suis de nuit ce soir. Hélène Dupif, commissaire divisionnaire, chef de la brigade des stupéfiants. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien? Je ne sais pas, moi. Mais j'espère qu'il va y avoir quelque chose, hein. Hélène Dupif connaît bien le 36. Elle a fait toute sa carrière en police judiciaire avant de prendre la tête de la brigade des stupes. Dans une affaire criminelle, on va faire une enquête à partir de la révélation du crime. Là, le trafiquant de stupéfiants, il faut qu'on le traque avant. C'est aussi très fatigant pour le policier, hein. Donc, moi, je suis très fière d'eux. Et c'est la raison pour laquelle j'affiche leurs photos sur les murs de mon service. Je trouve qu'ils méritent qu'on parle d'eux dans des termes positifs, hein. La nuit, à tour de rôle, chaque commissaire divisionnaire est chargé d'assurer la permanence de l'ensemble des brigades. La patronne des stupes est à la tête d'une centaine d'hommes. Elle dirige aussi une petite équipe de policiers qui traitent toutes les affaires de drogue initiées par les commissariats de quartier. Ah ben voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis Mme Dupif, le chef de service. Enchantée. Quand il a détecté la présence policière, il est parti en courant et acheté un sac qui contenait un total de 245 grammes de résine de cannabis et 78 grammes d'herbe de cannabis. Ah bon, bah c'est bien. Tout ça déjà préconditionné, donc qui est prêt à la revente en petits sachets, en morceaux bien découpés. Tout ça, c'est à toi? Non. C'est pas à toi? Non. Le sac, tu l'as pas acheté à la vue des policiers? Ah. C'est bizarre parce que c'est pas ce qu'ils disent. T'as bien été interpellé rue Léon Giraud, dans la cité? Oui. Et vous avez craché votre chewing-gum là? Non. Crachez-le. J'ai avalé ma... Vous l'avez avalé? Ok. On va conduire cet individu au local de garde à vue. Où il sera très bien visiblement. Individu, oui. Individu, c'est pas péjoratif. Une argument non plus. Pardon? Une argument non plus. Non. Non plus. Sympathique ce garçon. Oui. Un vendeur, un acheteur, donc lors de la vente a été vendu ceci, de la résine de cannabis, pour 9 grammes, pour 60 €, ainsi que 8 grammes de cailloux de cocaïne, et bien sûr le matériel pour faire la découpe. Donc, ah oui, c'est du sérieux matériel ça. Oui, ça c'est... Il y a de quoi pour... Une autre interpellation a eu lieu ce soir. Le jeune homme avait sur lui 9 grammes de cannabis et 8 grammes de cocaïne. Là, vous avez quel âge? Vous avez quel âge là? J'ai 27 ans. 27 ans, donc vous êtes venu tout maigre. Tout ça est dû au tabac, au cannabis et aux produits. Ouais. Mais vous savez que ça existe des centres de soins. C'est pas, je veux dire, c'est pas une fatalité la toxicomanie. On peut s'en sortir, hein, c'est difficile, mais ça existe. Hein. Il est 22 h. La patronne des stupes est donc de corvée. L'occasion à chaque fois de voyager à travers le dédale du quai des Orfèvres. Parce que normalement, on ne rentre pas ici comme dans un moulin. Au rez-de-chaussée, la commanderie. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Là non plus, on ne dort jamais. Vous allez bien, monsieur Loger? Oui. Oui. Parce que là, pour la Côte d'Ivoire... De jour comme de nuit, c'est l'endroit au quai des Orfèvres où arrivent toutes les affaires criminelles survenant en région parisienne. Une histoire de pseudo-terroriste sur un bateau près de la Tour Eiffel. Ouais. Ensuite, un braquage à Bagnolet. Bah ça y est, c'est ça. C'est celui-là? Je l'ai, Philippe. 4 000 € de préjudice, c'est ça? Ce soir, il fait très froid. Ouais. Et je pense que
ça entraîne en général des nuits assez calmes. Les anciens le disaient, mais quand il pleut à torrent, par exemple, c'est beaucoup plus calme. Oui, oui, oui. Les nuits de pleine lune au printemps, ça bouge. Voilà. Il y a des suicides, il y a des... Voilà, Le lendemain, à l'état-major du 36, champagne et petit four. On arrose le départ de Martine Monteil, du quai des Orfèvres au ministère de l'Intérieur. Vous quittez le 36 avec un peu de tristesse quand même? Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. 26 ans passés là avec ces équipes, on ne peut pas en être autrement, quoi. C'est pas possible, c'est plein de souvenirs partagés, de belles affaires, de choses très dures aussi, parce que bon... des scènes de crime, d'attentats, des serial killers, des choses difficiles, mais toujours partagées. La PJ, c'est un travail d'équipe, c'est une aventure humaine, je le dis souvent, et c'est important justement d'être ensemble. Au ministère de l'Intérieur, le nouveau défi de Martine Monteil sera de coordonner toutes les polices judiciaires du territoire. Même si pour elle c'est une promotion, je pense que c'est une grande perte pour la maison et j'aurais bien aimé qu'elle reste un peu plus longtemps. Mais c'est certainement un des personnages qui disparaît, qui va marquer une très grande époque au 36. C'est-à-dire les plus grosses affaires de la BRB, de la crime, des stupes, et en même temps tout un esprit 36 qui est unique à mon avis sur Paris. Et je crois que là, on a une fin d'histoire, une époque qui se termine, effectivement. Et l'autre histoire commence dès ce matin, sur le trottoir du quai des Orfèvres. Il arrive en voiture, je suppose? Non, il vient à pied. Il a venu à pied? Ah oui. Le successeur de Martine Monteil a été nommé en Conseil des ministres et c'est le préfet de police en personne qui vient introniser le nouveau patron. Préfet, merci, je suis très heureux de vous accueillir. Le nouveau patron s'appelle François Jaspard. Il était jusqu'à aujourd'hui directeur adjoint de la Grande Maison. C'est le secret de la vitalité des gens du 36. Il y a ceux qui arrivent jamais. Mais c'est vrai que tous les matins, ça fait du bien, hein? Ouais. Je suis très heureux, je ne le cache pas. Il était mon candidat, alors je suis très heureux. Le ministre a bien voulu m'écouter, parce que j'estimais qu'une équipe était en place, fonctionnait bien, et je crois que c'est dans la continuité que M. Jaspard pourra exercer son rôle de directeur. Voilà, tous mes vœux aussi, M. Jaspard. Les hommes de permanence à la brigade criminelle viennent d'arriver. Dans un appartement, le corps d'un homme sans vie est ligoté et allongé sur son lit. La mort remonterait à plusieurs jours. Pour ne pas polluer la scène de crime, les policiers ont tous revêtu une combinaison de protection. Absolument, vous gérez ça tous les trois, mais par contre, quand j'aurai besoin de vous, bon, le corps va partir vers 17 h. Martial M, capitaine à la brigade criminelle. Je deux, trois petites précisions pour savoir exactement comment vous avez pénétré dans les lieux, etc., comment vous les avez découverts. Donc, la porte étant fermée, vous êtes passé par la fenêtre, c'est bien ça. Vous avez brisé un carreau. Oui, absolument. Donc, vous n'avez pas cassé de verre à digestif, parce qu'on en a un. Ce sont les pompiers qui ont découvert le corps. Vous n'avez pas du tout touché le corps. Le capitaine Martial vérifie avec eux que la scène de crime a été préservée. Bien sûr. Les poignées, d'accord. Poignées des portes, ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Sa communication terminée, le capitaine Martial informe ses collègues de ce qu'il vient d'apprendre. Bon, j'ai eu les pompiers, donc c'est assez intéressant. Enfin, c'est intéressant. Donc, c'est une scène de crime qui est préservée. Non, pas du tout. Voilà, c'est impeccable. Ouais, une scène de crime idéale. Ouais. Enfin, vraiment, c'est carré. C'est carré. C'est super. Un caveux? Un cheveu. Prélèvement, s'il vous plaît. Un cheveu trouvé à proximité du cadavre. Un TSC, s'il vous plaît. L'assassin a peut-être signé son crime. Un TSC, c'est quoi? Un technicien scène de crime. C'est un travail d'équipe, chacun de ses compétences, elles se complètent, donc voilà. Puis en plus on se connaît bien, donc ça facilite les relations, quoi, enfin, l'efficacité du travail. Ah, c'est le crime scope?
Les techniciens scène de crime réalisent les photos et les plans. Essayez de vous installer un petit peu dans, parce que là c'est très étroit. Mais depuis quelques années, les hommes et les femmes de l'identité judiciaire utilisent un appareil assez inhabituel. Bah voilà, on a notre CrimeScope, donc qui nous permet de voir tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Un CrimeScope, en fait, un rayon lumineux dont le spectre permet de révéler en effet des détails parfois infimes, indétectables autrement. Moi aussi, je vais noter l'exactitude du prélèvement là. Qu'est-ce que vous avez trouvé là? Il y a un cheveu. La mort remonte à plusieurs jours. Le capitaine Martial livre ses premières impressions. Moi, à mon sens, c'est une mort, enfin, je peux me tromper, mais je pense que c'est une mort par étouffement. Hein. Parce que j'en ai vu des étranglés, ils ont cette gueule-là. Hein. Ça va, mademoiselle? C'est pas... Bien. Vous tenez mieux le choc, il est parti, je peux le dire. C'est le substitut, il a failli me faire... Ouf. C'est vrai. C'est pas facile de fréquenter des cadavres comme ça. Non, c'est pas facile. Non. Il faut voir ça comme avec l'œil d'un technicien, évidemment. On ne peut pas s'épancher sur chaque cas, mais chaque cas, effectivement, est toujours dramatique. Hein. Quelqu'un qui est mort, et surtout dans ces circonstances, c'est toujours terrible. Alors évidemment, il y a des choses encore plus insupportables, notamment une affaire récente où il y a une petite fille qui avait été tuée. Alors là, c'est... Alors on intériorise, il faut le faire, il faut faire notre métier, et puis c'est aussi par hommage pour la personne qui a disparu, il faut bien le faire. À ce stade de l'enquête, le capitaine Martial est loin d'avoir tous les éléments. Pour lui, impossible pour l'instant d'affirmer ce qui s'est réellement passé. Mais impossible également de ne pas envisager quelques hypothèses. Ce qui est intéressant, justement, pour savoir s'ils sont un ou deux, le type, là, il est mais saucissonné de chez saucissonné, quoi. Les chevilles attachées, reliées aux mains dans le dos, enfin bon, c'est un truc... Et manifestement, il n'a pas de blessure de défense. Il ne s'est pas débattu. À mon avis, ça s'est fait dans le lit, quoi. L'autre, il l'a chopé dans le lit. Alors, est-ce qu'il l'a assommé? Est-ce qu'il lui a fait boire quelque chose? Ou est-ce qu'il l'a pris en plein sommeil et il a eu le temps de le ligoter avant qu'il ne réagisse? Toujours est-il qu'il semblerait qu'il soit mort étouffé, quoi, et qu'il n'y ait pas eu de bagarre. Mais cependant, il est super bien attaché. Donc, on n'attache pas comme ça un mort. Et nous, après, il faut vraiment planquer sur... Coup de théâtre. Un homme interpellé la veille dans le cadre d'une autre affaire avait sur lui l'adresse de la victime et ce trousseau de clés. C'est bien fait, officier. Ayant quelques doutes, les collègues sont venus faire une simple vérification. J'arrive pas à voir. Mais voilà, la messe est dite. Hein. Vous avez vu, les 3 clés fonctionnent. Ouais. Hein, donc vous faites un procès-verbal dans le cadre de votre enquête d'escroquerie. Hein, ça avance un petit peu. Ça avance vraiment beaucoup. Ben, les clés, ces fameuses clés qu'on a retrouvées qui ouvrent cette porte, bon, dans les affaires d'un gars qui est arrêté pour escroquerie avec des chèques de ce monsieur, donc il est évident que c'est une piste très très intéressante. Pour ce chéquier volé, l'homme est actuellement interrogé, mais il devra aussi s'expliquer sur ce trousseau de clés. Les hommes de la crime ont donc quelques jours devant eux pour continuer à enquêter. C'est sûr que là, c'est une chance d'avoir tout de suite une piste qui, selon toute vraisemblance, est la bonne. Mais enfin, il faut jamais crier victoire trop tôt. Ça, on a souvent des déceptions dans ce métier. Donc, mais là, oui, il faut quand même être très positif. Comme disait ma grand-mère, si c'est pas ça, je me mords un œil. Retour quai des Orfèvres, dans les bureaux de la brigade criminelle. Allez, ressourçons-nous à la fontaine. Le chef de groupe, c'est cet homme. Retenu pour une autre affaire, il découvre aujourd'hui le crime constaté dans le 15e arrondissement. Je vais prendre connaissance de photographies puisque j'étais pas là sur la découverte du cadavre. Bernard Henry, commandant à la brigade criminelle. C'est vrai qu'il y a quand même, quand on découvre une affaire comme ça, il y a un sentiment d'injustice. On se dit, mais pourquoi cette personne a fini comme ça et par la faute à qui? Et ensuite, c'est à nous, justement, de faire le point là-dessus et d'essayer de découvrir celui qui se permet de mettre un terme à la vie de l'autre, qui est quand même l'infraction ultime dans notre code de procédure pénale et dans la vie d'aujourd'hui. Au rez-de-chaussée, de l'autre côté de la cour,
l'identité judiciaire. 5 mégots de cigarettes blondes. Le technicien qui était sur la scène de crime finit d'entrer les données dans l'ordinateur. Voilà un plan d'ensemble de la scène de crime, c'est-à-dire c'est l'appartement de la victime. C'est surtout pour que le magistrat ou l'officier de police judiciaire puisse savoir comment ça s'est passé, où ça s'est passé, et qu'il puisse avoir une idée d'ensemble. Il faut qu'il ait le sentiment d'y avoir été. Il va comprendre comment la scène s'est passée. Voilà, la cuisine, le couloir, l'entrée, la personne a été retrouvée dans la chambre, ligotée sur son lit. Nous avons matérialisé les traces indices dans le séjour, porte-carte, mégots de cigarettes à tel endroit, et puis ces mégots ont été prélevés et ça a été envoyé au laboratoire pour faire une recherche ADN. C'est un travail minutieux. Il faut être précis, concis, il faut aimer ça aussi. Bon, il ne faut pas être sensible non plus, hein, sinon il ne faut pas venir à l'IJ. Autre élément attendu pour ce crime du 15e arrondissement, l'autopsie. Le capitaine Martial va désigner Vincent, l'un des enquêteurs de son groupe. Toi, tu vas voir pas le meilleur morceau aujourd'hui. Tu vas aller à l'autopsie à 11h. Là, c'était vu l'état du corps, et on ne pouvait absolument pas savoir précisément donc, ce qui a provoqué son décès, mais bon, là, bien sûr, l'autopsie va le déterminer. Ouais. Un ami de la victime vient d'être convoqué. S'il n'est pas capital, son témoignage permettra tout de même d'en savoir plus. Collègue du groupe hein, qui participe à l'enquête. D'accord? Dans le bureau d'à côté, une voisine témoigne. Le soir du meurtre, elle affirme avoir vu un homme et entendu des cris. Il n'a pas retiré ce manteau, il avait un manteau noir. C'est lui. Il a pas retiré. On a trouvé en fait dans l'immeuble voisin une dame qui nous dit ah bah tel jour, c'est sûr, j'ai entendu des bruits, des cris, ça tapait. Alors que ça ne se produit. L'affaire se présente bien. Devant le patron de la crime, Noël Robin, le capitaine Martial fait un point sur l'enquête en cours. Je viens de fait la réflexion, ah bah si eux s'y mettent aussi, vous voyez. Nous, la mort, on la situe le mercredi. Oui, mercredi soir. Plus ou moins par rapport au fait bah, tout s'arrête, vous avez un petit calendrier qui changeait chaque jour mercredi, le programme télé mercredi. Manifestement, plus personne ne voit. Et plus personne ne voit, et les messages... Vous faites faire un voisinage mercredi soir à ce moment-là. On refait un voisinage mercredi soir. Ah, oui. D'accord. Oui. D'accord. Oui, oui. Oh, bah, puis là, on a des stagiaires, donc c'est bien. Voilà. Non, non, mais c'est bon. Bah, parfait, monsieur Robin. Oui, allô? Oui, Vincent. Vincent, c'est l'enquêteur envoyé à l'Institut médico-légal pour l'autopsie. Bon, bah, bon courage. Hein, mets-toi un truc sur le nez parce que ça va cocoter. Hein. Tandis que toutes les pièces trouvées sur la scène du crime sont systématiquement mises sous scellé, le capitaine Martial continue avec ses collègues à avancer ses théories sur le meurtre. Manque de peau alors qu'il est en train de fouiller. Il se réveille. Donc il lui saute dessus, lutte, crie, et là, quick. Il y a des questions sans réponse, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est toujours pareil, on aura la réponse quand celui qui a fait le coup nous voudra bien nous la donner. Non mais vous avez vu les liens? Là, c'est pas un jeu sexuel, ça, c'est super serré. Non, arrêtez avec ça. J'ai pas de conviction. Moi, je me laisse persuader dès lors qu'il y a des faits. Martial, soyons simples. La seule solution, c'est qu'il ait été calmé. Hein. Il est bien. Mais à ce moment-là, pourquoi elle le ligote? Il n'était pas bien, le ton monte, elle entend gueuler, et là, squeak. Ah. Victime droguée, jeu sexuel, crime crapuleux. Pour l'heure, le scénario de la soirée du crime est loin d'être écrit. Ah, Jean-Claude, enfin un garçon sensé dans cette brigade de fous furieux. La nouvelle enquête de voisinage demandée par le patron de la crime permettra peut-être d'en savoir plus. Classique du travail policier, pour lequel le commandant Bernard Henry se prépare sérieusement. Vincent a pris les photos, oui, il a pris la cote, tout. Il a pris la cote, est-ce qu'il a pris une CR? Non. Oui. Comme d'habitude, tout est parfait. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. 20 h, Bernard Henry et ses hommes quittent leur bureau, pour quelques heures seulement. Car quand on travaille au 36, on n'abandonne jamais vraiment les lieux.
Et on échangerait, et là je partage cette idée-là avec beaucoup de collègues, on échangerait pour rien nos vieux bureaux un peu exigus dans lesquels on s'entasse à 3, voire plus des fois, Tout à fait. pour des locaux neufs dans des immeubles hyper modernes mais complètement décentrés, Sans là âme, vraiment ouais, sans ouais, âme. Voilà, ouais, ouais. Le crime est une infraction qui est commise par tous à différents moments de leur existence. On est amené à intervenir dans tous les milieux, que ce soit les plus défavorisés comme les plus huppés. Bon, puis moi aussi j'ai un côté défense de la veuve et de l'orphelin qui est quand même présent. J'estime qu'il y a des choses qui ne se font pas et je trouve que bon, j'ai une certaine notion du service public et des devoirs qu'on a envers nos concitoyens. 22 heures, l'heure supposée du crime. Il y a 2 semaines, la victime était assassinée. Ce soir, au pied de l'immeuble, les 3 policiers ne vont pas hésiter à faire le pied de grue, histoire de racoler d'éventuels nouveaux témoins. Un client ? Allez. Bonsoir monsieur, la police, ne vous inquiétez pas. On fait une enquête de voisinage suite à un homicide. Demandez-leur, on ne sait jamais s'ils ont entendu vers cette heure-là des cris dans la rue, des choses comme ça. Ouais, bah dans ce cas-là, où est-ce que... La brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres. D'accord. Ce monsieur me dit rien, vous voyez, je l'ai D'accord. Donc c'est lui qui habitait là et qui est donc décédé. Bon. Alors, Bon, ouais. Faut niffer, revenir et revenir encore, et puis on finit toujours par voir, par trouver, ça avance quoi. Et il paraît qu'ils ont trouvé l'assassin là. Non, pas encore. J'ai entendu dire dans le journal, c'est ça. Ah, là, ce que dit. Oui, je sais. La presse dit des choses. Oui. Avec la personne suivante, promène son chien. Le capitaine Martial va avoir plus de chance. J'espère que le chien n'est pas méchant. Ça s'est passé donc comme ce soir à mercredi, vers cette heure-là. Vous promenez toujours cette adorable créature à peu près à la même heure. Ouais. Il y a quelqu'un qui a crié. Ah, je sais pas, pourquoi vous dites ça? Moi, il y a 15 jours, j'ai entendu un hurlement. Je suis collègue, je suis fonctionnaire de police aussi. Je ne suis pas posé plus de questions. Tu peux la tutoyer, c'est une collègue du Sarige. Et Sarige 7, et en plus qui a quelque chose à nous dire. Ah oui. Et ma réflexion a été de me dire, c'est un différent familial et on a dû appeler les collègues. D'accord. C'était vraiment marrant. Et c'était aux environs de quelle heure? Il faisait nuit. Après... Il faisait nuit, c'était forcément le soir, puisque je m'apprêtais, je sortais mon chien. En général, je ne sors pas avant 10h30, 11h, là je sors un peu. Vous êtes de quel service? La crime. La crime. Oui. Ouais. Ah, bah, vas-y. On peut se tutoyer, on est officiers tous les deux, à moins que ça te dérange. Hein, mais, c'est pas vraiment l'habitude. Non, mais... De tutoyer les gens que je crois pas bah... la rue à 10h. Ah bah oui, mais je suis de la vieille école dans la police. Non, moi, ce qui me trouve beaucoup... Non, mais un cri comme ça, bon, effectivement... Mais non, j'ai entendu un hurlement. Il y a quelqu'un qui a découvert ce corps? Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Est-ce que c'est une femme qui a crié? Non, c'est les secours qui l'ont trouvé. Non. Qui sont rentrés par la fenêtre, c'est les pompiers, donc c'est pour eux qui ont hurlé. Pour vérifier ce qu'a pu entendre sa collègue, le capitaine Martial s'est invité à son domicile afin de se rendre compte par lui-même de la topographie des lieux. Moi j'ai eu l'impression, alors je sais pas si c'est l'écho, mais ce cri j'ai eu l'impression que ça venait de là. Et effectivement, oui, non, mais ça effectivement, ça peut... Ouais. Mais est-ce que ça a un rapport? Je suis pas sûre du tout. Merci beaucoup. Bah de rien. Bonne soirée. Cette enquête de voisinage a été fructueuse. Il est 23 heures, premier bilan. Il y a plusieurs choses intéressantes. Hein. Ça le peut cri, être. Parce qu'elle a un cri quand même. Ah ouais. L'autre qui paye avec des chèques en bois les commerçants du quartier. Il a été vu à plusieurs reprises ici, donc il y a quand même un certain nombre de choses établies là. C'est très positif. Le lendemain matin, dans les étages du quai des Orfèvres, le capitaine Martial et ses collègues de la crime continuent leurs investigations sur le mort du 15e arrondissement. Bon, ça bosse. Alors Isabelle. Isabelle est le procédurier du groupe. Le jour de la découverte du corps, sur la scène du crime, elle a noté tous les détails.
Les verres, c'est pas probant. Si ça paluche sur les verres, c'est normal, il y venait. Là, 18. Ce matin, Isabelle confie les scellés aux mains expertes des policiers de l'IJ, l'identité judiciaire. Pour en oublier un cas, quoi. Relevé d'empreintes ou d'ADN, les enquêteurs doivent réunir toutes les preuves matérielles avant l'interrogatoire du présumé meurtrier. Problème, le temps manque aux techniciens. Non mais avant, non, sérieux, c'est important. Mais bon, c'est pas une science exacte, on peut pas dire qu'on va trouver quelque chose, on peut pas dire qu'on va rien trouver. Bon, d'accord. Bon, bah écoute, ok. Les pièces à conviction saisies au domicile de la victime s'en vont. Direction, l'identité judiciaire installée de l'autre côté de la cour du 36. Ce service, c'est le domaine de cet homme. Richard Marley, commissaire divisionnaire, chef de l'identité judiciaire. C'est là que toutes les traces relevées sur la scène du crime du 15e vont être analysées et expertisées. Si les empreintes relevées notamment apparaissent ici, c'est pratiquement l'assurance d'une affaire résolue. Si on s'appelle identité judiciaire, c'est pas pour rien. C'est à partir de traces digitales qu'on a trouvées sur une scène d'infraction, d'être capable de les identifier. Alors, pour ce faire, là, on le voit, il a donc saisi dans un premier temps des traces digitales trouvées sur une scène d'infraction, ce sera à peu près ça, et il va les envoyer en comparaison dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales. Alors à ce moment-là, si on dit qu'on a 12 points de concordance et aucun point de dissemblance, on peut affirmer que cette trace correspond bien à cette empreinte. Dans les tiroirs de l'identité judiciaire, plus de 2 millions d'individus ayant eu affaire au moins une fois avec les services du Quai des Orfèvres. Et parmi eux, quelques célébrités du crime. Tout ce qui fait partie du mythe du 36 Quai des Orfèvres, c'est des noms de malfaiteurs. Landru, Petiot, ou bien encore le grand Mestrine, enfin le grand parce qu'on l'appelait Jacques le Grand, quoi. Mestrine, une des figures du grand banditisme. Hein. On a des documents comme ça, comme les fiches d'empreintes digitales de Pierre Loutrel, qui était plus connu sous le nom de Pierrot le Fou. Hein. Là, on a les empreintes digitales des pères fondateurs et mères fondatrices d'Action Directe, d'AD, Jean-Marc Rouillant, Joël Aubron, Georges Cipriani et Nathalie Ménigon. Hein. L'accident de Lady Di, c'est l'affaire Durne, la tuerie de Nanterre, c'est l'affaire Guy Georges. Et dans l'affaire du crime du 15e arrondissement, les empreintes relevées sur place ont parlé. Le suspect est maintenant clairement identifié. Je l'ai. Tu viens, Vincent? Ah oui, les deux autres nous attendent en bas. Avec ces résultats, tout s'accélère. Ce matin, le capitaine Martial a reçu le feu vert de la justice pour une première garde à vue à la crime. Là, nous allons chercher un détenu à la souricière du palais de justice que l'on va placer en garde à vue dans le cadre de notre affaire, qui est détenu pour autre chose. Et donc le juge d'instruction qui l'a incarcéré nous a autorisé à l'extraire pour qu'on puisse, nous, travailler sur notre dossier. Cela fait maintenant 1 mois que le capitaine Martial travaille sur cette affaire du 15e. Bientôt, face à lui, il aura un homme susceptible de lui livrer le vrai scénario de la nuit du crime. À la brigade des stupes, le commissaire Vincent Hannereau se prépare maintenant au coup de filet contre le réseau de trafiquants de cocaïne, dirigé depuis ses entrepôts de la banlieue parisienne par un marchand de chaussures. En attendant l'arrivée du Colombien importateur du produit stupéfiant, tout le service est à l'heure sud-américaine. Et Marc? Oui. Comment est-ce le café? Oui. Comment est-ce le café? C'est bien. Ce matin, c'est jour de paix à la brigade des stupes. Le commandant Marc Mahé découvre le montant de son salaire, 3 000 € après 30 ans de carrière. Non, ça n'a pas bougé. Somme sans commune mesure avec les montants dégagés par le trafic. Liste des mandats Western Union, d'accord? Ouais. 960 €. Ouais. 14 mai, 2000 €. 24 mai, 1200 €. 28 mai, 1000 €. Attends, je vais trouver vite là, 24 mai. Là, c'est un moyen pour les trafiquants d'envoyer l'argent qu'ils gagnent avec la drogue à l'étranger. Ce sont les mandats Western Union. C'est connu, hein, c'est des mandats cash. Et voilà, là, je suis en train de comptabiliser tout l'argent
qui a été envoyé par les gens qui apparaissent dans ce dossier. Ça représente quasiment le million de francs là. Ces relevés sont en fait une des preuves du trafic pour la justice. Donc ça fait 80 plaques en 3 mois. Ah, c'est un beau business. Hein. Sur certaines transactions, il y a une bonne partie d'argent qui part en Espagne. Donc en Espagne, on a déterminé que le trafiquant avait 2-3 femmes, donc il doit avoir une légitime et 1 ou 2 maîtresses. Et l'argent est renvoyé dans ce pays. Guerre totale et sans concession. Je peux les faire entrer là, chef, ou pas? Ouais, c'est bon, hein, Arnaud. Vous pouvez venir. Et comme à la guerre, les plus hauts gradés vont organiser pour tous leurs hommes un dernier briefing commun avant déclenchement de la grande opération. 30 policiers sont mobilisés. Non, ben, l'objet de la réunion, chef, c'est donc le dispo, là. Marc, je vous laisse le manche. Une fois ces gens identifiés et localisés, on a décidé de procéder aux interpellations. Donc il y aura à peu près 9 points à investir simultanément, de façon à ce que l'opération réussisse. C'est bon? Mais à l'issue de la réunion, petit problème. Le commissaire Annereau, qui est un homme de terrain, s'estime mal placé dans le dispositif. Ouais, parce que la plupart, ils vont débouler ici. Hein. Oui, mais il n'y a aucun problème, il y aura toujours quelqu'un ici. Ouais, sauf que moi, je me retrouve là, ça me fait chier, parce que si ça... Non, mais c'est 50 mètres, là. Ouais. Vous êtes là quand Philippe va annoncer que le départ du mec, vous envoyez. Hein. Ouais, total et sans concession. Rassurez le commissaire. 2 ans, c'est 2 ans et 2 mois après. C'est maintenant au tour de la patronne de venir encourager le commandant Mahé. Donc il ne peut plus nous échapper. Il est fait comme un rat. Comme un rat, je sais pas, mais il sera fait et bien fait. Il passera ses fêtes de Noël à Fleury-Mérogis. Hein. Probablement. Ah, oui, il le faut. Le Colombien qu'ils attendent depuis des mois a été repéré. Il fait route sur Paris. C'est bon signe là. Voilà, ça, oui, il y a une touche là. Il y a une touche, donc on va mettre en alerte les collègues qui vont nous renforcer. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Oui, mes respects, monsieur le juge. Marc Mahé, le commandant de la brigade des stupéfiants. Oui, je vous appelle parce qu'on a un frémissement sur la ligne, donc on envoie le dispositif sur Ivry là. Donc il y a des possibilités d'interpellation dans les heures qui vont suivre là. Hein? Moi je vais avec Marc. Ça bouge? Bah a priori le mec il y a une converse là, il monte. Il craque. Allez. Bah on y va. Pierrot, c'est parti. Au stup, bien souvent, les emplois du temps sont ceux des trafiquants et sont assez peu compatibles avec une vie privée organisée. Ouais, mon amour. Bah, normalement, on devrait cogner ce soir. Ouais. Ah, si je rentre pas, c'est vraiment qu'on fait une nuit blanche complète, quoi. À tout à l'heure, ma chérie. Pas tout seul, on peut dire que tous les gens qui travaillent au stupéfiant, le temps qu'ils travaillent, notamment en section opérationnelle, donnent beaucoup de leur temps au travail. Par voie de conséquence, oui, ils sacrifient leur vie de famille. Père de 2 garçons, Marc Mahé est marié depuis 30 ans. Ma femme est une femme extraordinaire. Elle me supportait depuis 30 ans avec ce travail. On peut dire qu'elle est extraordinaire. Il est 19h. Le commissaire arrive sur les lieux de sa planque. Bon, bah, je suis implanté, moi. Hein. Je suis implanté stade, là, comme convenu. Sur le parking d'un stade, le commissaire Annereau est en fait à 300 mètres de l'objectif, seulement relié par radio. Je dis vigilance pour tout le dispo. Reçu? L'objectif, c'est l'entrepôt de chaussures, mais surtout le studio dans lequel le Colombien est supposé arriver. À l'intérieur du sous-marin, toujours un policier surveillant les lieux. Ouais, Arnaud, c'est toi qui viens de passer, là? Négatif, j'ai pas bougé. L'attente va se prolonger. Les stupes venant d'apprendre que le Colombien a eu un contretemps. Et le mec, le principal, il devait arriver aujourd'hui. Et cet abruti, il devait arriver 7... Attends, non, pire. Il arrive, impeccable, il passe la frontière à 2h15, tout se passe bien. Et il s'emplafonne un camion, cet abruti. Donc en panne avec la marchandise sur le bord de l'autoroute, tu vois. T'imagines le coup de bol, il se fait exploser sa caisse sur la route le jour où on veut le serrer. Non, mais... Donc nous, ça nous fait poireauter toute la nuit, quoi. Pour l'instant, la marchandise n'est pas là. Voilà.
Ça va être des heures en plus à planquer. Il est décidé de ne pas lâcher prise, même si la planque doit durer plusieurs jours. Dans les escaliers de la crime au quai des Orfèvres, le suspect dans l'affaire du 15e arrondissement a été extrait de prison pour un premier interrogatoire. On a un certain nombre de questions à vous poser. Je vous demande simplement de collaborer et ça se passera très très bien. Je vous dis, on n'a aucun a priori contre vous. On veut simplement vous poser un certain nombre de questions. Ça s'est passé comment? Avec? Ah oui. Donc, comme vous êtes une personne qui l'a vu assez récemment... Il est mort? Ouais. Premières impressions des enquêteurs. Il se présente bien. Il se présente bien. Parce qu'il fait le surpris quand on lui apprend la mort de son ami. Et donc ça veut dire qu'il va nous servir sa version, bien sûr, à décharge pour lui, et qui, on le sait, va être complètement contradictoire avec tout ce qu'on a pu établir à son encontre jusqu'à présent. Sur un Français qui comprend, qui est passé en garde à vue pour une durée maximum de 24 heures à compter de ce jour à 14 heures, qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction d'homicide volontaire. Là, il est parti pour s'exprimer. C'est déjà une bonne chose. Ce serait quand même souhaitable que le suspect nous explique exactement ce qui s'est passé, parce qu'il y a encore des zones d'ombre, des choses qu'on aimerait savoir, et lui seul peut nous éclairer. Donc il faut le convaincre que maintenant il est confondu, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce que ce monsieur n'est pas sot, manifestement. La journée risque d'être longue. Tous les ordinateurs de la brigade sont en réseau. Le capitaine Martial peut ainsi suivre en temps réel ce qui se dit derrière la cloison. Oui. Étranger d'abord, devant, ouais. Hein. Vous pouvez suivre la procédure en direct là, Oui. Ça, c'est tout nouveau. C'est-à-dire, je peux suivre effectivement ce que ma collègue est en train d'enregistrer dans 2 bureaux à côté. Ouais. Ça nous évite d'aller gêner l'atmosphère et les liens qui peuvent s'établir au cours de l'audition. Ça évite d'aller l'interrompre pour lui poser des questions et donc la laisser tranquillement s'organiser. Alors ? Celle qui pose les questions, c'est Isabelle. Pour l'instant. Je vais l'adopter, je pense. Il est un petit peu venteur, donc... D'accord. Oui, il veut se la jouer. Justement, qui se la joue, on pourra le reprendre d'autant mieux après. À la limite, pas trop de monde, parce qu'il va encore... Il y a un petit peu d'étouffement. Non, c'est bon. On a choisi Isabelle parce que, bon, déjà, c'est la seule femme du groupe et qu'elle peut avoir un impact sur ce personnage un petit peu ambigu, un peu ambivalent, qui est le suspect. Disons, il est très très loquace, c'est bien. Si ça continue comme ça, c'est bien. C'est bien. Alors là, il s'est, tu vois, à vouloir trop en faire, là, il s'est mis dedans. Là. Il en fait trop, là. Pour l'instant, tout se passe très bien. On reste dans les propos polis, bien ordonnés. On est dans les apparences et dans le non-dit. Voilà, oui, tout à fait. Bon, quand il va falloir qu'on lui mette un petit peu la main dans le pot de confiture qu'il avait empoigné, là, ça va déjà être différent. Hein. Pour l'instant, il a l'impression qu'on ne sait pas, donc il joue son rôle. Quand on va lui montrer qu'on sait autre chose que ce qu'il nous a dit, là, ça va être différent, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui l'a poussé Qu'est-ce qui a motivé le passage à l'acte? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, il a réalisé ce geste? Parce que bon, ils se connaissent depuis plusieurs années. Il a toujours reçu aide et assistance auprès de cet homme. Oui, c'est ça qui rend en plus. On ne comprend pas bien. Qui donne un caractère ignomineux à cette affaire. C'est que sans doute l'une des seules mains qui s'est tendue vers ce multirécidiviste et délinquant d'habitude, la seule main qui s'est peut-être tendue en 20 ans d'errance criminelle, mais il a fini par plus que la mordre. Oui, et puis il a fini par la tuer. Donc c'est quand même dans la hiérarchie de l'ignoble, il est pas mal. C'est pas mal, c'est assez réussi, je veux dire. Il est cohérent.
Il a son fil, il a bien préparé son truc, il a les parades qu'il a, on les voit, c'est totalement transparent. Mais ça veut dire que nous, quand on va lui opposer des trucs béton, là, il va être... Dans quelques heures, on en saura plus. Oh. Bon, il est en train de lire, ça va. Donc on va la jouer comme on a dit. Ah non, je lui ai parlé de riz, c'est pas du riz, c'est des pâtes. Bon, tiens, dis-lui que c'est des pâtes créoles. Transfert du suspect vers une cellule. Au bout de 6 heures d'interrogatoire, l'heure du dîner. Il est 20 heures. Pause également pour Isabelle, le procédurier qui interroge. Ça se passe bien? Ça se passera bien quand on sera arrivé à nos fins. Pour l'instant, il n'est pas très bavard. Pour le moment, il est très bavard. C'est ce qui, j'espère, le perdra. La coupure pour le dîner va permettre aux policiers de la crime de mettre au point leur stratégie. Et il a toujours, il veut, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il veut avoir toujours le dernier mot. C'est pour ça que je me dis que le séché d'entrée, c'est ou tout bon ou tout mauvais, je sais pas. Parce qu'on peut continuer de... Non, c'est fatigant ça. On en a marre, on va le sécher, puis c'est tout. Oui, mais... Bah alors là, vous pouvez... Essaye de faire le malin quand même. Hein. Ouais. Le rôle de la gentille. Ouais. Et vous, vous faites le rôle des méchants, je me contente de faire le scribe. Tout à fait. Bon, bah écoute, mais si ça te fatigue, encore une fois, on peut changer, je peux le prendre. Non, c'est au contraire, c'est marrant. Ah, mais c'est le cas d'école, là. Jusqu'à présent, c'est le cas d'école, donc on va bien voir. Et il a jamais été insolent, injurieux, impoli. Insolent, jamais agressif, à la limite de l'obséquieux. Du dragueur. Non, pas de l'obséquieux, du dragueur. Ah bah c'est bien ça. Le casting était bon. Ouais. Arrivé à l'une des cantines du quartier Saint-Michel. Nous avons faim. Bonsoir monsieur. Il faut lui laisser sa chance, tu as raison. Mais qu'il y ait tout le monde là pour déjà qu'il y ait une ambiance, bien sûr. Une ambiance. Toujours gentil. Bon, et voilà, il y a 2 contradictions. On est tous là. On te laisse poser 2 questions. Et nous, si on sent qu'il commence à dévier, à ce moment, on lui rentre un peu dans le chou. Il faut le laisser déjà répondre comme il dit à ces 2 questions. Et après, merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais il est sympa ce petit truc. Ouais. Bah dis donc, toi qui voulais pas becter ce soir, finalement t'as des remords. Vous pouvez manger mes frites. Hein. Le dernier acte, celui des aveux, va pouvoir commencer. Préparer la pièce, on va essayer de faire quelque chose de consensuel. Qu'il ait l'impression en fait que ce qu'il va dire va pas sortir de là, de cette pièce. Donc la pièce elle est elle est fermée, la porte est fermée, les sièges sont tout autour, on va être autour de lui. On a une question d'ambiance. Au même moment, l'acteur principal, lui, est remonté de sa cellule. C'est vrai que c'est un peu théâtral. Il y a une mise en scène. Martial et moi sommes en costume cravate. Et c'est important aussi pour les personnes que l'on a en garde à vue. Il y a un certain respect de la personne, même s'il est gardé à vue, même s'il a tué quelqu'un. C'est bien. On va repartir à l'émission. Si vous avez des modifications Donc, patientez, je pose les 2. Il y a un truc que tu veux modifier, qu'est-ce que tu veux au niveau de la question que vous m'avez posée là. Jusqu'ici, bon enfant, l'interrogatoire va changer de ton. Isabelle va se contenter de retranscrire. Ce sont désormais ses collègues qui vont prendre les choses en main. Derrière cette porte qui se referme, le rideau vient de se lever sur le dernier acte. Nous sommes ici à la brigade criminelle. Là, à 9h15, où vous nous dites ce qui s'est passé, et on en sait beaucoup plus que vous le pensez, ou vous vous enferrez dans des conneries et vous allez partir au ballon. Au ballon, vous y êtes déjà, mais vous y êtes pour une escroquerie. Là, c'est pas une escroquerie, c'est un meurtre, hein. D'accord? Là, t'as l'occasion d'être un homme une fois dans ta vie. C'est maintenant. Prends tes responsabilités, t'as fait une connerie, tu t'assois dessus, point à la ligne. T'as rien à voir là-dedans, on te prouve le contraire. Sous la pression, l'homme a fini par avouer. Donc on comprend, on veut bien admettre que c'était pas prémédité.
société qu'il y a eu un dérapage, mais on veut comprendre et tu vas tout nous expliquer dans le détail. Monsieur Robin ? Comme toujours en pareil Oui, cas, monsieur Robin. le chef de section prévient le patron de la crime. C'est Germain. Bon, bah, on y est là, hein. Il y vient. Bien, hein. Dérapage, hein. Jeu sexuel qui tourne mal, une habitude de jeu avec des liens, et puis d'un seul coup, il disjoncte, quoi. Ah, bah ça Alors c'est ça. Bravo. C'est un geste d'une gravité extrême, c'est pratiquement le pur geste que quelqu'un puisse faire, ôter la vie d'un autre. Et il s'agit là d'un effort extrême pour un suspect, pour un homme, de dire oui, c'est moi, j'ai fait ça. Bon, il faut en fait une certaine force pour y arriver. Tu as eu... Ah, quelle heure? 0h45. Ah, c'est bien, les cris, on les entend à minuit. Il a le temps de... Ouais, ça correspond. Les coups de fil se font. Je crois qu'il a été soulagé de dire la vérité puisqu'il a pleuré. Parce que, effectivement, c'est pas un coutumier du fait, il n'a jamais eu d'agression ni d'atteinte aux personnes auparavant, donc je crois que ça, il a du mal à le vivre quand même, et c'est souvent, on constate un soulagement pour des criminels d'occasion de passer aux aveux. Voilà. Un criminel d'occasion qui risque tout de même la prison à perpétuité. Les hommes des stupes n'ont pas lâché leur proie. Depuis la veille, ils ont continué la planque autour des objectifs, l'entrepôt de chaussures et un studio attenant occupé à l'occasion par le narcotrafiquant colombien. Entre-temps, celui-ci est arrivé. Pourtant, les policiers ne l'ont pas arrêté. Malgré la fatigue qui les étreint, ils ont préféré le laisser dormir. Car ce que les enquêteurs veulent maintenant, c'est que les gros acheteurs de cocaïne arrivent directement au domicile du narcotrafiquant afin de procéder aux premières interpellations. Donc on a une partie du dispo ici. Les objectifs sont là. Il y a une partie du dispo qui est ici. Ici. Et ici. La NAS est posée. Ils sont dans le filet là. Vous voyez, sur les dispos, on les prépare vraiment à la façon militaire. C'est des organisations vraiment paramilitaires. Hein. Quand vous avez un passeur ou un lieutenant qui tombe, il y en a tout de suite un qui prend la place. C'est très structuré. Et bien contre des organisations paramilitaires, et bien nous on est obligé d'avoir une attitude militaire en fait. Hein. Il y a des clients qui appellent là. Coup de téléphone. Au bout du fil, la patronne des stupes. Et il y a deux autres clients qui ont prévu des rencarts sur le coup de 18h et 18h30. Tiens le chum. Ouais, je suis avec la chef là, au fil. Là. Ouais. Elle compte sur vous la chef. J'ai eu son message. Tiens, je te passe Marc, chef. Bien respect patron. Bon, on va les avoir, ne vous inquiétez pas. Et puis bah voilà, on espère que les dieux vont souffler dans le sens. On est chaud, on est chaud. Hein. Voilà, et le général Anro est chaud. Il est hoche. Ouais. Elle vous soutient quand même, madame. Ah mais bien sûr, elle est proche de ses enquêteurs. Elle souffre avec eux. Ce qui est important, c'est de savoir que notre chef est avec nous. L'ultime affût des chasseurs de stupes, à quelques minutes du coup de filet. Le scénario idéal, c'est qu'il y ait des clients qui se pointent là, qui se fassent servir, on arrache les clients, on continue à planquer autour du studio et quand les deux objectifs sortent, boum boum. Le dispo de Philippe, que la première vague se tienne prêt. Alain sort, c'est pris? Ouais, c'est bien pris. C'est le signal que le commissaire Anro attendait. La première interpellation sera pour lui. Pour ne pas alerter le Colombien, l'arrestation de son premier acheteur doit se faire à distance du studio. Ouais, c'est bon, on est derrière. Et merde. Et il a pris à droite là, hein. Pas la première, mais en biseau. Il a pris la rue Galilée.
Ouais, il est bloqué au feu là, Arnaud, hein. C'est tête de feu. Maintenant, je vais rien trop chier. Et puis à ce moment-là, je passerai devant. Les deux motos sont déjà lancées à la poursuite du client. Merde! Au volant de son véhicule, dans la circulation, le commissaire doit absolument rattraper la voiture. J'arrive, je suis là. Le chapeau rouge, on le fait, c'est un reçu. Ouais, c'est reçu. Bon maintenant, je traîne. Ouais. Allez, tu bouges pas. Okay. Bouge pas. Surtout pas. Donne tes mains, donne tes mains. Qu'est-ce qui se passe? Donne tes mains. Donne tes mains. Non, mais je la banque. Donne tes mains. Oui, oui, donne ta main, c'est ça. Pour les policiers, cet homme n'est pas un inconnu. Depuis des mois, par des écoutes téléphoniques et des filatures, ils connaissent parfaitement son rôle dans le réseau de revente de cocaïne. Couche-toi. Tu te couches. Tu paras quand on te le dira. On va t'en poser des questions, t'inquiète pas, Coco. Les interpellations, c'est toujours un moment un peu délicat, là, surtout quand il y a du monde. Ouais, il faut que tout le monde soit placé, qu'on soit tous coordonnés. Et puis c'est le moment où on bénéficie d'un effet de surprise. Sinon, ça peut très très mal tourner. Ça, c'est un mandat. Ouais, c'est ça, un mandat, ouais. Un mandat que t'envoies où? Pendant le trajet vers le commissariat le plus proche, le trafiquant a tenté de faire disparaître un mandat. L'un de ces fameux mandats destinés à virer de grosses sommes à l'étranger et à blanchir ainsi l'argent du réseau. Ça se passe comme prévu, la commissaire? Il a déchiré. Ça se passe comme prévu? Mandat d'envoi donc Western Union. Pour l'instant, une souche d'envoi Western Union. pour l'instant, c'est Voilà, pas mal. C'est pas, pour l'Espagne. Hein. c'est pas le top encore. Ok. Et notre souci, c'est qu'actuellement, on n'a pas saisi de marchandises, mais ça va venir. Il va y avoir de la marchandise. Pendant ce temps, Marc Mahé continue les interpellations. Ça, la voiture. Doucement. Les portables, coupe le portable. Vas-y, regarde si c'est pas des c'est. Oui, où c'est que c'est? Dis-nous où c'est que c'est. C'est où? Là, ton truc là, c'est où? Le truc, c'est où? J'ai rien de fou. T'as rien? Bon, allez, hop dans la bagnole. Et après, on vous rejoint avec Yvan. On y va que tous les deux, Yvan et moi, et puis on vous rejoint après, ou on l'emmène lui. Bon, on a Seb là, hein. Mais bon, on n'a pas, je suis sûr, on n'a pas regardé à fond ce qu'il avait, hein. Qui regarde la bagnole à fond, quoi. Hein. Et qui fouille le mec à fond, quoi. Putain, on a toujours pas de cam, hein. Chier ça, merde. Putain, c'est des bons, hein. Ils planquent, hein. Putain, dis non. Grâce aux autres équipes, 4 trafiquants ont déjà été arrêtés. Mais le problème pour les hommes des stupes reste le même. Nouvelle interpellation. T'as quelque chose sur toi? Un petit truc là? Bon, fumer, un petit truc quand même. Noté là? Elles sont où tes vitesses? Bah écoutez, ton chien il est comment? Ton chien il est comment? Il est gentil. Je monte dedans, s'il bouge, je mets une bastos. Ah non, je te le dis moi. Non. Elles Antilles? Comment elles sont où les vitesses? Alors, les vitesses, première. Ouais. Je suis en train d'écouter une converse en espagnol là, et je conduis le mec qu'on a interpellé au central. Allez-y. J'ai appelé tout le monde là. Tiens, attends, prends le téléphone à Vincent là, prends le téléphone, vas-y. T'as le droit de te faire, t'as le droit de prévenir quelqu'un de ta famille là, de ton interpellation, ou ton employeur. D'accord. Est-ce que tu veux voir un médecin? Non.
Pas pour le moment. Ce soir, c'est le 5e homme interpellé. Mais le problème reste entier, toujours pas de cocaïne. Tous le savent, sans stupéfiants saisis, une affaire ne tient pas devant le tribunal. Ouais, dispo de Vincent, je suis revenu également, je me suis implanté comme ce matin. Pour le commissaire Annereau, retour à la case départ. Ouais, José et Eric, là, les motards, vous vous sentez aptes pour cette opération? Le commandant Marc Mahé décide de lancer l'assaut du studio. Il donne le feu vert à tous les policiers déployés. Ouais, reçu, Vincent. Vincent et Lionel, on est dans une même voiture, on peut le faire aussi, on peut vous accompagner. Hein. Le commissaire Vincent Annereau et les 2 motards sont les premiers à être envoyés sur l'objectif. Ouais, je vais y mettre aussi le cum, hein. Je vais arriver en piéton. Ouais, d'après Philippe, c'est jouable. Hein. Maintenant, silence sur les ondes, on laisse les piétons parler. Le commissaire et ses hommes décident d'entrer dans le studio à la sortie du premier client. Allez, messieurs! Tu bouges pas! Bouge pas! Les mains sur le mur! Les mains sur le mur! Allez, putain, toi! Couche-toi! C'est bon aussi. Menottes. Yes! Bueno. Pour les saphir, c'est reçu. C'est reçu pour tous. C'est bon là-haut? Fort les mecs, c'est bon ça. À l'intérieur, 3 individus. Le narcotrafiquant colombien, l'importateur de chaussures portugais et un acheteur. Mais aucune trace de cocaïne. Coup de téléphone à son supérieur hiérarchique. Ben, la marchandise, on la cherche pour l'instant. Mais on va la trouver, hein. On va la trouver, chef. Sans problème. Ah ben, ça va sans dire, hein. Si on n'a pas de cam, on rentre pas au 36. Mais on va la trouver, là. Wesh. J'ai froid, putain. Moi j'ai chaud. Le Colombien est maintenant seul avec les policiers. Il va indiquer au commissaire où se trouve la marchandise. Et tu sais qu'on cherche un truc là. Ouais, il est dans la voiture. Où ça? Il est dans la voiture. Dans ta voiture? Dans les tiens, c'est vraiment ça. Vas-y, tu me dis où c'est? Ouais, à tout à l'heure. Ok, ça marche, c'est bien. Ça, c'est de la coke, ça? Ouais. Ça c'est un demi. C'est un demi-kilo, ça. C'est dans les lousses. Purée, mais c'est merveilleux avec toi si tu nous dis que tu... Voilà. Donc 1,5 kg. Et le cum? Très bien. Très bien. Franck, de Marc. Ok. Ouais. Donc il y a 1,5 pour le moment, mais il est venu trop rapidement, donc on va bien éplucher. Je pense qu'il y en a plus. Hein. Appelé en renfort, une équipe cynophile va chercher pendant 2 heures dans l'entrepôt. Mais dans les cartons, pas de poudre, beaucoup de chaussures. À l'étage, dans le studio, le commandant Mahé va alors recevoir une curieuse visite. Bonjour monsieur. Oui. Ah oui monsieur. Bah oui, bah bonjour. Hein. Bonjour monsieur. Allez, hop, voilà. Allez, ça vas-y, hop. Allez, bah parce que monsieur. Qu'est-ce que vous venez faire ici monsieur? Par rapport au José. Hein? José. José, pourquoi monsieur? Parce qu'il a des chaussures pour moi. Chaussures pour moi? Ah oui, quel genre de chaussures? Bah parce Quelle que... taille? Tiens, tu fais une palpation s'il te plaît? Peut-être pour ça je travaille. Je sais monsieur que vous travaillez. Mais quand on travaille monsieur, on rentre à la maison, on dîne le soir, on s'occupe de son épouse, de ses enfants, et on va se coucher pour prendre des forces pour retravailler le lendemain. Et on vient pas s'approvisionner en produits qui sont interdits. Ça vous sert à quoi de mentir, monsieur? Moi je monte pas. Mais moi je mente pas. Bah si monsieur vous mentez. Pourquoi vous achetez des chaussures? Vous avez des belles chaussures. J'ai sorti du travail à 21h. Je sortis du travail à 21h et vous venez à 21h30 voir José pour acheter les chaussures.
Donc je vous place en garde à vue, monsieur. C'est pas une heure pour acheter des chaussures. Hein? Oh! Et qu'est-ce que vous achetez à José? La cocaïne. Bah oui, de la cocaïne. Pourquoi vous le dites pas tout de suite? Le client venu chercher des chaussures est surtout un toxicomane. Oh, c'est du cinéma, ça, hein? Monsieur! Donne-lui un peu d'eau. Le stress de l'arrestation ajouté au manque, l'homme ne tient plus sur ses jambes. Il est en forme pour venir acheter la cocaïne, mais quand on a les tenailles, ça y est, on n'est plus en forme. Allez hop, allez, assis-moi dans l'escalier, là. Allez. Bon. Excellent, ça. En quelques minutes, le malaise est passé. L'homme a récupéré. Les policiers transfèrent le Colombien et le toxicomane, acheteur de chaussures, direction le quai des Orfèvres. Ce qu'on veut, c'est la vérité. T'as mal commencé avec tes chaussures. On vient pas acheter des chaussures à 9h30 dans un domicile. Allez hop, dans la voiture. Il n'est pas loin de minuit. Nipo, reste là, s'il te plaît. Viens avec moi. 2 minutes. Tu veux une cigarette ou pas? Ouais. Il y a 8 personnes. Ouais, tu sais qu'on sait plein de choses. Ouais. Mais le coup de filet n'est pas terminé. Le lendemain, à l'heure du laitier, la brigade des stupes a fait appel au gros bras de la police judiciaire, la BRI. Pour les policiers, il s'agit désormais de finir le démantèlement du réseau, en arrêtant maintenant les plus gros clients, suspectés d'être même des revendeurs. Dans cet immeuble, le repérage a permis de constater que certaines portes étaient blindées, les grands moyens donc sont utilisés. Allez, police, bouge pas! On bouge pas, police, on bouge pas. Allez, on s'assoit, police, on ne bouge pas. Les mains, mademoiselle, les mains. Voilà, on se calme. Couvrez-vous, madame, couvrez-vous. Ce matin, les policiers agissant sur commission rogatoire ont ainsi interpellé 3 autres personnes impliquées dans le réseau. En ce début de matinée, le commissaire Annereau, lui aussi, est à nouveau sur le terrain. Vous faites la chasse aux dealers, mais aussi aux consommateurs. Ouais, on démantèle un réseau. On le fait de A à Z. La nouvelle interpellation a lieu en plein Paris, au domicile d'un cadre supérieur. L'enquête en cours fait apparaître que le propriétaire des lieux a l'habitude de passer de fréquentes commandes de cocaïne au réseau colombien. Il est là? Il est où? Ça va pas, tête? Bébé! Lève-toi! Bouge pas! Police! Arrestation mouvementée due à la surprise, l'interpellé ne comprenant pas tout de suite la raison de cette intrusion matinale. Ça, c'est une commission rogatoire. Lève-toi. Vous pouvez me connaître? Lève-toi, tu vas dans ta chambre. Tu vois ça, vieux? Regarde bien. Commission rogatoire. D'accord? Chef d'entreprise. Ok, ouais. Oui, je sais. On le sait que t'es chef d'entreprise. T'as des produits ici ou pas? T'es également cocaïnomane. T'as des produits ou pas? Allez. Dans la cuisine, à côté... À côté de quoi? Vite! À côté Lève-toi. du frigolet. Le suspect a indiqué très vite l'endroit où se trouve le produit, la cocaïne. Dans un placard, au milieu de la cuisine, à la portée des enfants. Et dans un sachet, presque 10 grammes de poudre. Ça, c'est le nécessaire, vous voyez? De quelle brigade? La brigade des stupes. T'as des espèces de cachets quelque part, là, chez toi? Non. Non? Bon, quand je te demande si t'as des espèces et que tu me dis non... Ah non, mais ça c'est du bureau, ça. Je t'ai posé la question. Pourquoi t'as pas répondu? Le commissaire vient de trouver 20 000 € en liquide. On va voir de ce côté-là. Dans un démantèlement de réseau, les espèces saisies au domicile peuvent être des preuves à charge contre les trafiquants. Et que j'ai en discuté avec le juge. Bon, t'es en garde à vue. Ouais. Hein? D'accord. Qui vous les a remis?
Pour moi, c'était un grossiste en chaussures. Transféré dans les bureaux du 36 quai des Orfèvres, le cocaïnomane est entendu par le commissaire. C'est que bientôt c'est les fêtes de fin d'année. Ah oui. Ouais. Tu penses quoi à la santé, à Fleury qu'est-ce qui te freine? Ça, c'est pas bien. Je reconnais que c'est pas bien. C'est quoi ça? Je reconnais que c'est pas bien. Et c'est quoi? Je reconnais que c'est pas C'est bien. du sucre glace, c'est quoi ça? Non. Ça c'est quoi ça? Alors toi tu me dis que tu achètes par 1 gramme ou 2 grammes maximum, et je vais chez toi, j'en trouve 10. Mais je te jure sur tête de mes 2 filles. Ouais, non, là, attends. Sincèrement. Sincèrement, avant de prononcer des choses comme ça. Mais alors, je peux te dire sincèrement, tu sais. Ah, alors, tes filles, je pense, laisse-les où elles sont. Il n'y a pas plus cher à mes yeux que ça. Elles ont un père cocaïnomane pour l'instant, tes filles, tu vois. D'accord? Parce qu'à voir ton comportement avec 2 gamines, dont une de 6 ans, on laisse entraîner de la cocaïne partout dans l'appartement, c'est pas sérieux, même si t'as un grand appartement. D'accord? Alors me fais pas le trip père de famille qui aime ses gosses. Non, mais t'es comme tous les voyous, quoi. Bon, alors quand je te dis question, devait-il vous verser des intérêts? Réponse, non, ce n'est pas. L'homme était sur écoute depuis plusieurs mois. Le commissaire veut maintenant obtenir quelques explications. Et toi, tu lui parles d'intérêt. Bon, alors tu me mens. Le mot cocaïne n'apparaissant jamais dans les transcriptions, le commissaire veut connaître la signification du mot intérêt dans ses appels avec le Colombien. C'est certainement vrai que je lui ai dit ça, mais. Attends, c'est tellement. Tellement quoi? Je sais pas, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Oh putain. Bon, arrête de faire la danseuse, là, tu m'énerves. Tu pensais quoi quand tu lui dis ça va te coûter cher en intérêt? Je sais qu'il allait me dédommager avec de la coke. Alors, en fait, je voulais qu'il me dédommage avec de la coke. Ouais. 2 heures d'interrogatoire auront suffi au commissaire Anro pour faire avouer au cocaïnomane sa relation avec les 2 trafiquants portugais et colombiens. La Marseillaise et les fourragères sont de sortie. Cause de cette agitation, l'installation par le ministre de l'Intérieur lui-même du nouveau préfet de police, Pierre Mutz, tout juste nommé en Conseil des ministres. Ex-directeur général de la gendarmerie nationale, Pierre Mutz est un homme de terrain qui a fait un brillant parcours militaire dans des unités d'élite. Je sais que votre nouveau préfet de police possède toutes les qualités pour vous conduire à toujours mieux servir nos concitoyens. Je suis certain que la période qui commence aujourd'hui sera celle de nouveaux succès dans cette entreprise républicaine. Monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le préfet. Ils ont tous le sourire. Les hommes changent, mais les rituels de la préfecture de police restent les mêmes. Sitôt nommé Pierre Mutz, le nouveau préfet doit se plier, comme son prédécesseur, aux usages de la maison. Monsieur le directeur. Mais il n'y a que des directeurs ici. Là. Ouais. Bertrand, Donc pour aujourd'hui, ce matin, le Conseil des ministres, on a eu une délégation d'élus bretons, bon tout s'est bien passé. Sans cela, les vœux à la presse de M. Don Dieu de Vabre, ça se passe au Grand Palais. C'est aujourd'hui, oui, c'est à 11h30, donc on sera présent aux abords au cas où. Les 2 manifestations d'éducation... À la brigade des stupes, pour les 12 interpellés du coup de filet, la procédure suit son cours. Tournez-vous et regardez dans cette direction. Dans le bureau d'à côté, c'est la cocaïne qui est photographiée. Moutarde d'épices. Un mélange d'épices et de poivre pour tromper le flair des chiens renifleurs des douanes. Sur le bloc de cocaïne, un tampon. C'est signé. On dirait un chat. Signature. Chaque cartel colombien marque ainsi les paquets de cocaïne exportés, chacun avec une signature différente. Un petit chat qui danse. Quand tu fais ça et que c'est gras sur ton doigt, c'est signe de bonne qualité.
Ok, bougez pas. L'homme à l'origine du trafic, le Colombien, va à son tour être auditionné. Moi, dans 3 jours, je te vois plus, c'est fini, mon boulot est terminé. D'accord. Ça fait quelques semaines, je ne peux pas dire combien de temps, mais beaucoup de semaines que je travaille sur toi, que je travaille sur tes clients. Moi, tout ce que tu veux, je te dis. Pas de problème, parce que c'est comme ça et voilà. Je le fais et j'assume. J'ai fait un truc illégal et voilà, je me fais attraper. Voilà, je vais cumplir la condamne, basta. Moi, je suis coupable. C'est à moi. C'est vrai, oui, je vends la coque à mes amis. Je reconnais les faits. Je me déclare coupable. Coupable. Peut-on alors dire que votre fournisseur est basé à Madrid et qu'il s'agit d'un de vos compatriotes? Je ne peux pas parce que j'ai peur pour ma famille. Je ne peux pas vous parler de fournisseur parce que si jamais je le fais, je suis un homme mort, c'est ça? Pas moi, mais ma famille. J'ai craint des races. J'ai peur pour la sécurité de ma famille. des représailles. Voilà, sur ma famille. Alors? Là, on touche quand même à des gars qui ont une vie entièrement et depuis toujours consacrée au trafic de drogue. C'est assez... c'est pas la première fois qu'on rencontre évidemment ce genre de personnes ici. Hein. Mais moi, je trouve que ça a quand même un côté assez pathétique. Quand même, parce qu'il parle très très bien français. Hein, il a un très bon vocabulaire et il a appris ça, il a appris cette langue en prison. C'est quand même assez étonnant, quoi. Hein. C'est assez terrible. Hein. Ok. 2, 4, 6, 8, 10 000. Cet argent est saisi dans le cadre de l'affaire. Pour cette seule opération, 35 000 € en liquide ont été saisis. L'argent du trafic. Oui, ça c'est le... Ah oui, des billets de 500 €, c'est vrai que même quand on est commissaire divisionnaire, ça on n'en a pas tous les jours. J'en ai jamais vu, moi. Non, non plus, je savais pas qu'ils étaient mauves comme ça. Eh ben, dis donc. Comme quoi, ça rapporte le trafic de drogue. Hein? Ça situe bien les mecs, quoi. Ça situe le niveau de l'équipe. En 72 heures, les interrogatoires menés dans cette affaire ont permis de mieux comprendre certaines informations en leur possession depuis quelques semaines. Des conversations téléphoniques en codage, on arrive maintenant avec la déposition de certaines personnes à les décoder. Et notamment, ce réseau s'apprêtait à faire une importation d'1 tonne de cannabis. Allez, en route! Bon, on est au complet. Bon, pour la 2e division blindée. En avant. Les gardes à vue sont maintenant terminés. Tout le monde a rendez-vous chez le juge d'instruction. 12 personnes qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans le bureau du magistrat bientôt, elles ne tarderont pas à livrer beaucoup d'autres informations. En avant. Suivant. Et vous n'oublierez pas de rendre le stylo du fonctionnaire qui est très inquiet. Vous inquiétez pas, le fonctionnaire qui a le stylo, qui ne stresse pas inutilement, hein, je vais lui rendre. Suivant. L'an dernier, 718 trafiquants ont ainsi été déférés à la justice par la brigade des stupéfiants de Paris. Une putain d'affaire. Cela méritait bien une nouvelle photo pour le mur au trophée de la commissaire. Une actualité que Pierre Muth, le nouveau préfet de police, a tenu à saluer lui-même par une toute première visite à la brigade des stupes. Ça, c'est l'escalier de la brigade des stupéfiants. Ah oui, vous voyez? C'est votre escalier? Oui. Vous avez combien de personnes? Alors, nous sommes un peu moins de 100. Je vous suis. Voilà, donc on va monter vers les groupes d'enquête, ceux qui font les enquêtes d'initiative. Pour l'occasion,
Les enquêteurs amènent au préfet 8 kilos de cannabis récemment saisis à l'intérieur de la voiture d'un dealer. Ça permet de voir un peu comment vous saisissez ça. Donc, c'est ce qu'on trouve. Voilà. Finalement, quand on dit qu'on prend du hashish, oui, je ne savais pas que c'était finalement aussi lourd. Et ça sent très fort, d'ailleurs, ça sent au travers du plastique. Hein, sentez, oui, moi je sens. Mais je m'appelle Dupif, monsieur le préfet, c'est pour ça. Ouais. J'ai un grand nez. Donc, oui. Oui, enfin, moi, oui, si, ça sent. De ce côté-là aussi. Ça sent fort. Si, autant, ça sent très fort. Hein, ouais. Au revoir et merci encore. Hein, merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. J'étais ravi. Moi aussi, j'étais très contente. J'espère que vous reviendrez. Je reviendrai, mais chaque fois qu'il y a quelque chose là, hein, moi j'aimerais bien même mettre sur les photos avec vos gars là. Ah oui, c'est ça qui est bien. Quoi, oh là là, ça c'est une proposition qui ne va pas rester lettre morte. Non, mais parce que c'est quand même ça. Oui. Hein, on est toujours en train de dire il faut que les gens travaillent, on fasse encore un peu plus. Quand ils font quelque chose de bien, il faut que je sois là avec vous pour qu'ils sachent combien on est heureux avec eux. Merci Marie. Bonsoir. Eh, bien là, c'était mieux Jojo, toi.